Voilà, alors l'idée c'était de parler de ce dernier Scary Movie sorti cette année 2026, il y a 1 ou 2 semaines, et de faire une petite vidéo sur le sujet parce que j'avais fait une vidéo qui revenait sur les 5 premiers Scary Movie. Il y a un moment, je ne l'ai pas revu pour faire cette vidéo. Le but, c'est pas de faire un truc hyper construit non plus, etc. Même si j'ai pris plein de notes, la peine dans le monde d'aquarelle, là je note. Et parce que moi je me suis posé une question, en fait je l'ai regardé, j'avais pas forcément envie de le voir. Sur le moment, c'était pas un film qui m'attirait énormément. Mais au vu de la tonne de choses que j'ai vu passer sur les réseaux sur le sujet et tout, j'ai commencé à me dire, mais parce que je voyais des gens très divisés autour du film. Mais il y avait un truc que je trouvais quand même un peu chelou, puis je reviendrai dessus plus tard. Donc je me suis dit, je me le lance, et une fois que je l'ai terminé, c'est-à-dire je l'ai terminé, on est quoi? On est lundi, moi je l'ai terminé hier. Enfin je l'ai regardé hier. Je me suis dit, pourquoi Scary Movie divise autant alors que tout le monde dit que c'est nul? Comment c'est possible qu'un film que tout le monde dit mais c'est complètement débile, on arrive quand même à se prendre la tête dessus? Et je trouve ça super intéressant. Du coup, je vous propose de faire une petite critique de ce film et d'essayer d'explorer un petit peu de manière très modeste. Je ne vais pas partir sur des grosses analyses, etc. Ce n'est pas le but, c'est plutôt de faire c'est plutôt d'avoir une réflexion sur le sujet et d'avoir des pistes de réflexion sur le sujet plutôt que d'avoir un avis complètement arrêté et puis c'est comme ça, voilà, bref. Scary Movie, on a encore fait n'importe quoi, effectivement, je ne te le fais pas dire. Qu'est-ce que c'est? Alors, Scary Movie, c'est... Ah, pourquoi il passe pas? Je dois passer avec la flèche, voilà. Attendez. J'ai oublié de vous mettre l'image, ça va bien, voilà. Donc, ce Scary Movie qui est sorti le 3 juin, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un film qui est écrit par les frères Wayans, Sean et Marlon, qui sont connus pour la sitcom Les Frères Wayans, qui avait pas mal cartonné, il me semble, dans les années 80 ou 90. C'est pas mal humour de cité, on rigole des clichés, il y a un humour assez social aussi. Je peux pas trop en parler parce que personnellement je n'ai jamais vu, j'ai vu un ou deux petits extraits rapidement pour situer à quoi ça ressemblait, puis voilà. Mais en tout cas, on fera un puzzle si tu stream. D'accord, on verra. Je sais que j'ai un truc le lundi, mais on verra comment je vais m'organiser. Alors, ces gens, ils sont derrière quelques comédies. Ils sont derrière... Est-ce que je les ai mises? Non, je les ai pas mises. Alors, ils sont derrière Scary Movie 1 et 2. On va revenir là-dessus plusieurs fois. Ils sont derrière White Chicks. Et surtout, ils sont derrière un film que moi j'aime bien, qui est l'improbable Spoof Movie, qui est ce truc-là. Voilà. Les créateurs de Scary Movie sortent leurs gros engins, voilà, ça veut tout dire. Le film il est pas incroyable, mais c'est un film parodique de gangsta US sur fond de blaxploitation, qui est pas hilarant, mais qui a une ambiance quand même très cool, avec quand même quelques scènes qui me sont restées un peu en tête et qui sont plutôt sympathiques dans ce qu'ils ont fait. Alors j'ai pas tout vu, je peux recommander ça. Et sinon, ça a été réalisé par Michael Tides, je sais pas comment on le prononce. Ce monsieur dont je n'ai pas vu grand chose, j'avoue, il a fait notamment 50 Shades of Black, là, que je ne connais pas. Et surtout, c'est un gars qui a beaucoup boxé avec les deux, avec les frères Wayans. Et il a fait notamment Naked, que celui-là j'ai vu, et qui est vraiment pas un très bon film, qui est un film de boucle temporelle d'un gars qui se réveille à poil dans un ascenseur. Joué par Marlon Wayans, voilà. Et je l'avais vu dans le cadre d'un travail sur les boucles temporelles, justement. Et moi qui hésitais à te demander de faire une partie de Civ 6. On peut faire ça aussi, ouais. Ça me va. Voilà, donc, ce réalisateur, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu ça. Regardez pas ça, ne perdez pas votre temps. C'était pas très bien. Mais je sais qu'il y a une grosse différence de réception dans les films justement qui touchent les frères Wayans aux US et chez nous, en Asie et autres, je ne sais pas, mais voilà, il y a un truc culturel, je sais pas. Voilà. Alors, les Scary Movies. Les Scary Movies, c'est quoi? C'est 6 films quand même maintenant. Les 1 et 2
Comme je l'ai dit, ils ont été réalisés par les frères Wayans ainsi que celui-là, réalisés. Ils ont été écrits par les frères Wayans ainsi que celui-là. Les 3 et 4, c'est plutôt David Zucker, qui est un des as qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion et compagnie, qui est derrière. Et le 5, c'est Malcolm Tilly avec Zucker au scénar. Et voilà, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des films. J'avais fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller voir, il y a le classement au-dessus, etc. Au niveau du casting, c'est intéressant, c'est qu'il y avait un peu un casting de base dans le 1 et le 2, un peu une équipe de base dans le 1 et le 2, qui a été en partie abandonnée dans le 3 et le 4, notamment les personnages joués par les frères Wayans qui sont Shorty et Ray, et qui est totalement revisité, changé dans le 5. Et c'est une partie du contexte que je dois donner parce que ça va avoir son importance par après. Celui-ci, il va renouer avec le 1 et le 2 parce qu'on va retrouver plein de personnages qui étaient dans le 1 et 2. Et on va les retrouver du coup dans le 6. On retrouve dans l'ordre, on a Brenda, on a Cindy, elle qui est plutôt l'héroïne, la meilleure amie de l'héroïne entre guillemets, parce qu'il y a des gags autour de ça. Shorty qui est un peu le cliché du personnage drogué, etc. Ray qui est le personnage homosexuel qui n'assume pas son homosexualité. Mais on a aussi des personnages un peu moins, voilà, qu'on a vu revenir, qui sont un peu moins sur le devant de la team. Avec la journaliste, attendez, j'avais noté tous leurs noms. Ouais, la journaliste, Bobby, qui était le petit ami de Cindy dans le premier, Doofy, qui est le flic imbécile, et Greg, qui est justement le gros lourd de l'équipe, le joueur de baseball, qui est devenu flic, du coup, dans le dernier. Et du coup, il y avait une hype, qui est compréhensible, de retrouver ces personnages 25 ans après, quoi. Il a vraiment la même gueule, c'est impressionnant. Et bon, bah lui, voilà. Et donc, je comprends la hype, et moi, c'est un truc aussi où je me disais, ah tiens, bah, ça fait plaisir de voir les personnages qui reviennent quand même, c'est plutôt sympa. Le prétexte du scénario... Attends, je vous ai mis ça, oui, parce qu'il y a une scène, effectivement, de retrouvailles des personnages, aussi avec les personnages qui se retrouvent après toutes ces années. Purée, l'acteur de Greg a 60 ans. Ouais, il a pris un petit coup, quoi. Alors, je vais vous faire rapidement le pitch en termes de récit. En termes d'histoire, c'est Ghostface qui réapparaît, il s'en prend à la nouvelle génération, qui va aller chercher l'ancienne génération, à savoir Cindy et compagnie, pour les aider. Il y a notamment le neveu de Shorty, la fille de Cindy, etc. etc. Je ne sais plus, ils ont tous des liens familiaux, mais bref, en tout cas, c'est un peu cette dynamique-là. Mais en gros, le pitch n'est pas très intéressant. C'est surtout un prétexte pour faire n'importe quoi. Et vraiment, on fait n'importe quoi. En termes de récit, c'est très étrange. Le film ne marche pas très bien parce que le film fait environ 1h30, il y a 30 minutes où il est un peu sur des rails, effectivement. Il y a une intro, on va développer la suite, etc. Et après environ 30 minutes de film, le film s'arrête. Un peu finalement comme le 2, notamment. Le 1, je ne me souviens pas assez bien. Mais notamment comme le 2. Le film s'arrête et il va y avoir un peu plutôt des successions de sketchs qui ne font pas avancer l'intrigue, où on réutilise les personnages. Et des fois, même, on ne réutilise pas les personnages, on prend d'autres personnages qui n'ont rien à voir. Ce qui est très étrange. Enfin, ce qui m'a toujours un petit peu dérangé personnellement, mais ça reste personnel, et je sais que c'est aussi parce que je ne suis pas hyper fan des sketchs qui sont proposés souvent dans les films, mais on reviendra là-dessus. Je vous prends un exemple, c'est la scène du Twitch qui est fait, voilà. Il y a une scène Twitch, ok, j'ai pas d'autres images, où Shorty il lance un live Twitch, où ils vont pas faire grand chose à part gueuler, faire waza, faire oh il y a Ghostface, oh et tout, et on se marre. Il y a un streamer apparemment connu, moi je connais pas du tout, c'est un streamer US, et c'est là qu'il y a aussi une grosse différence, je pense, de réception entre les US et le reste du monde, c'est qu'il y a beaucoup de références qui sont axées sur les États-Unis. Donc une scène comme ça, moi, qui est en grande partie construite sur la référence d'un type que je ne connais pas,
bah, ça fonctionne pas de fou. Je me dis, ah ok, bon, bah, c'est leur truc à eux. Et on a juste en fait des cuts avec les personnages qui font n'importe quoi, et notamment qui font Waza et en ref de l'époque, etc. C'est un film qui va beaucoup, beaucoup s'auto-référencer. Enfin, tout le film fonctionne à base de références. Enfin, voilà. Extreme Noodle Game. Truth, Dare or Geishin. Qu'est-ce que c'est que ces trucs que j'avais pas vu. Enfin, voilà. Et ben cette scène, typiquement, elle apporte rien à l'histoire, voire même elle contribue à casser un peu l'histoire, parce que d'un coup, t'as le méchant qui arrive, et puis qui va tuer quelqu'un, puis oh là là, et tout, voilà. Donc on est vraiment sur du n'importe quoi, où il n'y a pas une structure narrative hyper importante à suivre, voilà. Hum. Bon, après ça, c'est un symptôme d'un phénomène plus large, à mon sens, sur lequel je vais revenir un petit peu après. Et pour le moment, j'aimerais vraiment juste qu'on voie ce que c'est le film, et après je vais rentrer un peu plus directement dans mon avis. Mais pour moi, il me reste un truc important, je pense, à poser, c'est les personnages qu'on retrouve dans le film. Les personnages, l'ancienne génération, c'était un peu tous des clichés, comme j'ai dit. Shorty, c'est un peu le drogué, Ray, c'est le gay qui n'assume pas son homosexualité. Voilà, Doofy qui est juste débile profond, etc. Bref. C'est intéressant, notamment le personnage justement de Ray, les blagues autour d'homosexualité ont quand même pas mal changé. Entre il y a 25 ans et aujourd'hui, quoi. La nouvelle génération, est-ce qu'elle a une personnalité? C'est compliqué. Il y a elle qui est très... le personnage woke, on va dire. Il y a... Vous voyez, en plus, la nouvelle génération, elle est vraiment en fond. Il y a lui qui... Je me souviens pas qu'il ait une personnalité particulière, si ce n'est que c'est le neveu de Shorty, puis je l'ai découvert que très tardivement. La fille de Cindy a pour trait de personnalité d'être la fille de Cindy et de s'énerver, donc Cindy c'est elle, et de s'énerver parce qu'elle a l'impression que sa mère ne l'écoute pas et ne la comprend pas, etc. En plus de ça, toujours un peu dans ces personnages, il y en a une qui n'est pas sur l'affiche, mais qui est en fait dans le groupe des trois là, qui est la quatrième personnage, qui est vraiment la bimbo, il y en a deux autres même. Il y a un personnage trans, et puis il y a la bimbo qui a pour juste trait de personnalité de se mettre des gros trucs dans le cul. Voilà. Et c'est vraiment le gag récurrent qui revient 3-4 fois dans le film. Et voilà, c'est du scary movie, je vais pas... Moi, c'est pas mon truc, la manière dont c'est emmené. Ça peut être très drôle selon le contexte, etc. Dans le contexte du film, ça n'a pas beaucoup marché sur moi, je dois l'avouer, voilà. Mais du coup, on se rend compte justement, là, qu'il y a beaucoup de personnages quand même, hein, et que le film, il dure 1h30. Du coup, la plupart des personnages, ils ont très peu de temps d'écran. Celui qui a le plus de temps d'écran, je pense, c'est Shorty. Et ensuite, c'est peut-être l'héroïne et Brenda, et puis voilà. Mais même dans les personnages les plus importants, typiquement Ray, il apparaît très peu. Et c'est là le problème un peu de ce côté fouillis de l'histoire, c'est qu'on comprend pas pourquoi des fois il y a des personnages qui sont là et d'autres pas. On comprend pas comment tout s'articule. Mais encore une fois, c'est pas le but du film. Le film, il s'en fout d'articuler. C'est pas qu'il a essayé et qu'il a pas réussi. C'est que c'est pas dans le cahier des charges du film. Du coup, là encore, c'est quelque chose où moi, j'ai de la peine un peu à le critiquer là-dessus. Mais je sais que ça fait partie d'un tout qui fait que j'ai de la peine à rentrer dans le film. Attendez, je me suis un petit peu perdu. Oui, voilà. Maintenant, on va parler quand même du point le plus important du film, c'est la question de l'humour. Parce que finalement, la question de est-ce que le film il tient la route, est-ce que le scénario il fonctionne, etc. Parce qu'il faut réfléchir avant d'écrire un scénario. Des fois, ça aide. C'est la question de l'humour. Parce que le film, c'est vraiment ça qui revendique. C'est de l'humour, c'est Scary Movie, c'est de la parodie, etc. Voilà. C'est de l'humour. C'est un type d'humour qui est quand même assez écrit, qui vient de la scène, etc. Et hop là. Et qui est très différent des Scary Movie, du Scary Movie 3 notamment, qui moi personnellement est mon préféré. Ici, l'humour repose en grande partie sur les dialogues, sur les références et sur le rythme. C'est-à-dire que le rythme il est assez rapide dans les dialogues souvent.
On fait beaucoup de refs. Mais on fait peu de travail dans la mise en scène pour créer du gag. Je sais pas si je vous ai mis des images pour illustrer ça. Je vais juste regarder. Oui, j'ai mis ça. Je vais vous montrer ça parce que c'est un bon exemple par rapport à cette scène. Du coup, pour moi, l'ensemble du film, l'humour du film, je suis vraiment un peu passé à côté parce que je le trouve assez poussif, forcé et grossier. Et ça ne marche pas sur moi. Et moi, l'humour grossier, je veux bien, mais il y a quand même des fois, je trouve des bons moyens de les faire. Et je prends une scène que j'ai trouvée... je ne vais pas vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais juste vous montrer concrètement la scène de The Substance, que je ne vais pas vous passer parce que je ne peux pas, mais juste vous montrer en gros à quoi ça ressemble. C'est une rare scène qui, je trouve, a une réalisation qui sort un petit peu de l'ordinaire. Bon, déjà parce qu'il y a il y a un cadre dans lequel on trouve cette espèce de cube blanc et tout qui fonctionne plutôt bien. On a un peu des bulles. Moi, ça me fait penser un petit peu à du Terry Gilliam, justement, cet univers-là, à ce moment-là. Mais bref, donc on est face à un personnage qu'on a vu une fois dans le film avant, une ou deux fois, je sais plus, qui est la journaliste, qui veut paraître plus jeune. Le médecin, il lui dit « Confiez-moi, votre corps flétri et dégueulasse et ravagé par l'âge, et puis vous allez redevenir belle, bref. » Il y a un truc un peu drôle comme ça, en faire des caisses, parce qu'en fait, l'actrice, en plus, elle est pas moche du tout, quoi. Elle a son âge, elle est toute chou et tout, mais il y a ce côté « Oh mon Dieu, c'est horrible ce que vous êtes. » Le gag, là, je trouve qu'il marche un petit peu sur moi. Je vais mettre ça après. On lui met une vidéo qui lui demande si elle veut avoir l'air plus jeune, moins flasque, moins moche, etc. Du coup, là, déjà, on répète un gag qu'on a fait il y a 15 secondes. Et moi, je suis en mode, ok. Moi, du coup, ça marche moins sur moi et j'avoue, je comprends pas pourquoi il y a cette répétition. Il y a une ref, j'ai plus en tête, mais elle fait une ref, j'avais noté, elle demande au médecin si le truc qu'il va lui dire, c'est un produit qui fait sentir le vagin, après un truc comme ça, qui est, voilà, gag un peu gratos comme ça. Et là, il y a le méchant qui arrive, qui va tuer les deux médecins quand ils sont derrière elle, et qui va enclencher de la musique, là, la Killer Tunes, qui va mettre une bonne musique, et qui va injecter le produit dans la madame. Alors la première chose qu'on voit, c'est qu'elle a ses deux lèvres qui deviennent plus grosses et tout, et puis c'est un effet comique, voilà. Puis on est dans The Substance qui a été changé par The Stuff, et il lui injecte une quantité beaucoup trop grande de la substance, voilà. On voit là les lèvres qui ont grossi, et qui est le gag visuel de la scène, on va dire. Un peu le seul gag visuel de la scène, oui. Et après, comme dans The Substance, elle tombe au sol, il y a son dos qui se déchire, et il y a quoi qui en sort, il y a du Sagex, c'est une main avec les Epstein Files. Et du coup, ça c'est un truc qui marche en salle, qui fait rire. Mais je comprends pas très bien pourquoi, j'avoue. Ça sort un peu au milieu de nulle part, tu sais pas pourquoi il y a ça dans le dos. Enfin, c'est très 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 absurde, en même temps très 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 référencé. Et c'est vrai que moi j'ai peut-être le réflexe de chercher du sens à me dire, tiens, pourquoi c'est les Epstein Fights là-dedans, de quoi ça vient, etc. Enfin bref. Et la chute de cette blague, c'est ça. C'est qu'elle se regarde dans le miroir et elle a ce visage-là. Et là, moi ah, ok. Je pense que pas grand monde a compris. Et c'est parce que c'est une ref à un film des années 2000 par les deux frangins, où ils ont joué justement un White Chick dont j'ai parlé avant, et qui leur permet, à travers cette scène, de faire un clin d'œil à leur film d'avant, et à jouer sur une rumeur qu'ils vont faire une suite à ce film depuis hyper longtemps. Et là, ils ont dit qu'il y aurait une suite qui va sortir en 2028. Voilà. Et c'est un moyen un peu de teaser ça. La scène... Voilà, je sais pas si c'est Fausse Blonde Infiltrée maintenant. Je vais regarder maintenant. Moi, je n'ai pas vu le film. Oui, c'est ça. C'est Fausse Blonde Infiltrée, exactement. FBI, Fausse Blonde Infiltrée. Que j'avoue n'avoir jamais vu. Donc voilà, c'est une référence à ce film que j'avoue je ne connaissais pas du tout. Et surtout, c'est le but de la scène. C'est-à-dire que tout le déroulé de la scène, ça arrive à finalement une vanne que moi je ne comprends pas et que je passe complètement à côté. Ce qui explique, je pense, en partie pourquoi j'ai eu
beaucoup de peine avec le film, de manière générale. De manière générale, il y a beaucoup de travail pour une chute qui marche pas, qui s'étire en plus parce que je crois qu'elle fait une réplique du film, ça dure plusieurs secondes, bref, c'est long. Le dossier Epstein aussi, ça c'est une ref, c'est mondialement connu, mais bon, c'est aussi très US, et ça sort un peu de nulle part et tout, et moi je reste vraiment très froid du coup devant ce qui se passe. Et je pense qu'il y a vraiment une manière, pour moi, la référence qui est faite là, j'ai beaucoup de peine parce que je trouve qu'elle est mal faite. Construire toute une scène juste pour arriver à cette ref, je trouve que c'est trop long. Et pour une ref qu'en plus la moitié des gens n'ont pas, bah, le fait que ça rend ça encore plus long. Franchement, regardez Crost, il y a plein de refs à la seconde et tout, et qui pour moi, ils montrent comment ils ont réussi à maîtriser le fait de faire des bonnes refs. C'est que les bonnes refs, un, tu les reconnais, deux, si tu les reconnais pas, c'est pas grave parce que c'est trop rapide pour que ça te dérange. Et ça, c'est super important. Le film oublie d'être un film avant de faire des refs. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je vais revenir un peu là-dessus après. Voilà, donc pour moi, la formule d'une bonne ref, c'est un, bah, c'est plutôt court, parce que ça permet à, si les gens ils connaissent pas, bah, au moins, c'est pas grave. Deux, si c'est pas court, si c'est long, bah, qu'au moins ce soit bien foutu et puis qu'il y ait un sens, une construction là-dedans. Et puis, trois, la ref, bah, tu la nourris pas après minuit. Du coup, ceux qui ont la ref, ils sont contents. Ceux qui ne l'ont pas, bah, ça ne les dérange pas. Parce que du coup, vu que c'est court, bah, voire ils ne la remarquent même pas, bah, ils passent très vite à autre chose et puis ça fonctionne bien. Là, le fait de faire une scène qui dure plusieurs minutes, avec des gags qui déjà avant, je trouve, fonctionnent pas forcément très bien, alors que je trouve que c'est une des scènes les moins mauvaises du film, on va dire. Voilà. Et j'avais un deuxième exemple qui pour moi est plus emblématique, qui est cette scène-là. Voilà, il y a une scène où il y a deux agents du FBI qui arrivent à un arrêt de bus avec deux flics, où il y a un personnage noir et où il y a ce type-là, qui est le majordome dans le 2, qui attendent le bus. Et les deux flics, quand ils les voient, les deux, ils sortent de la voiture, ils vont automatiquement tabasser le noir. Et t'as les deux du FBI qui regardent et qui font ah mais je crois que c'est plutôt le gars blanc à côté et tout. Regarde et puis monte la faille. Alors moi le really white me fait assez rire. Puis c'est le côté justement social des gags qu'il y a dans leur cinéma. Mais il faut comprendre que voilà, il y a ce plan là. Le plan est pas dégueulasse. Et lui se fait taper pendant que lui reste les mains en l'air là avec sa main déformée. Sans rien faire, et c'est tout. Il faut se rendre compte que c'est le seul gag de la scène dure peut-être une minute, et que une minute 30, je sais plus, qu'il n'y a pas plus d'histoire que ça, et surtout les personnages qu'on voit, ils sont là juste à cette scène. Ce personnage, on le voit juste là, c'est tout. Dans la bande-annonce, il y a une autre scène qui a été coupée au montage, qu'on voit dans la bande-annonce, qu'on voit pas dans le film, et lui du coup il est juste là, et il fait rien. Voilà. Et donc, littéralement, au milieu du film, vous avez deux personnages que vous ne connaissez pas, une voiture de flic qui arrive, qui tabasse un gars, les gars du FBI qui disent ah mais je crois que c'est lui parce qu'il est blanc, puis, ah t'es sûr, ouais, on devrait quand même embarquer l'autre. Et qui font une blague qui est quand même très éculée et très datée, sans apporter vraiment rien de nouveau. Et après, on passe à un autre sketch, et voilà. Et du coup, là encore, on a plus d'une minute sur un sketch d'un truc qu'on connaît déjà, où le seul truc qui, moi, je trouve sympa, c'est voilà, voir le really white, vraiment écrit en grand et en rouge et en majuscule. Ça peut être un peu marrant, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas plus de surenchère, etc. Du coup, là, encore une fois, mais j'ai l'impression que je perds mon temps en regardant cette scène. Le film aurait pu développer autre chose ou d'autres gags qui fonctionnent mieux qu'un truc qu'on a déjà vu et qu'on connaît depuis hyper longtemps. Et du coup, je ne comprends pas l'intérêt de cette blague, quoi. Enfin, j'ai pas vu le film référence, donc peut-être qu'il y a un truc en plus à capter. Mais voilà. Et pour moi, ça révèle en fait un phénomène d'écriture qui est assez fascinant. Les frères Wayans, ils sont super appréciés aux États-Unis. Moi, ils me sont plutôt sympathiques. Les gars ont l'air sympas. Leurs films n'ont pas l'air méchants. Enfin voilà, moi ça me parle pas, mais en plus que ça. Par contre, je suis complètement imperméable à leur humour. Moi, personnellement, je rigole très peu devant les Scary Movie 1, 2 et 6, du coup, maintenant.
Naked, j'ai vraiment pas aimé. Et j'ai pas vu les autres films qu'ils ont fait. Donc voilà, je peux toujours changer, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, je dois me faire une raison. Et c'est marrant parce que d'un autre côté, j'ai vu pas mal de gens qui disaient ah, ça fait trop plaisir qu'ils reviennent, ça revient dans l'ambiance du 1 et du 2. Alors que le 3, 4, 5 était vraiment nul. Et il y a vraiment du coup une grande dissension de réception entre le 1, 2 et 6 et entre le 3, 4, 5. Et en particulier, alors moi, le 5, bon, je crois qu'il y a à peu près tout le monde qui est unanime pour dire que c'est pas fou. Mais le 3, pour moi, c'est clairement le meilleur. Et j'ai l'impression que de manière générale, la critique et tout, les gens préfèrent quand même le 3. Le 4, c'est quand même plus compliqué. C'est quand même vraiment plus bas de gamme, et voilà. Mais le 1 et le 2, il est regardable aujourd'hui, je trouve, mais j'avais été super surpris de voir qu'il y a autant de gens qui défendent ça. Et du coup, je réinscris justement un peu tout cet univers, enfin ces différents films, parce que je pense que il y a une différence fondamentale dans la manière d'écrire les films des frères Wayans et de Zucker. Je vais prendre Zucker vu qu'il a participé au 3, 4, 5, et qui est assez intéressant à regarder. Et je trouve que ce type d'écriture, on peut le voir à travers différentes choses. Déjà, au niveau de la manière de faire des références. Zucker, lui, il fait pas mal de références. Il fait principalement des références à des films, à du cinéma. Les Wayans aussi, mais c'est plus large et plus social et plus pop culture. Il y a pas mal d'éléments afro, pas mal d'éléments de politique. Et de manière générale, du coup, les films, les scary movies des frères Wayans sont beaucoup plus politiques que ce qui est fait par les Zucker. Par exemple, les dossiers Epstein qui sortent. Et en même temps, je trouve que ce côté politique, il reste quand même très très gentil. Notamment, il n'y a aucune mention, aucune attaque sur Trump. Il y en a une sur Ice, et qui est peut-être la meilleure blague du film. À un moment donné, le tueur appelle une fille qui est chez elle et tout. Il lui dit ah, je sais que t'es toute seule chez toi. Puis elle dit non, pas du tout. Il y a mon plombier, mon jardinier et mon cuisinier. Ils sont tous à la maison et tout. Puis t'as le méchant qui dit ah non, regarde par la fenêtre. Puis tu vois en fait des gars de Ice qui sont en train de les embarquer. Et le méchant qui fait haha, j'ai appelé Ice. Du coup, non, t'es vraiment toute seule. Et ça, c'est une blague qui m'a fait marrer. Et c'est une blague assez politique, mais en même temps, encore une fois, Trump, il n'est jamais évoqué. Les républicains, c'est évoqué dans la bande-annonce, ouais, par exemple, mais il y a peu d'éléments qui vont de ce côté-là. Mais moi, je vais pas attaquer le film sur le fait qu'il soit pas assez politique ou ce genre de choses, parce que je pense que c'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette différence d'écriture et le résultat que ça a. Donc, comme j'ai dit, ouais, il y a ce côté assez politique, avec une scène que je trouve assez fascinante sur l'état de la gauche, qui est ce personnage, le personnage woke, qui a une scène assez folle où elle est dans le métro et où elle, à un moment donné, je sais plus, elle parle avec quelqu'un qui utilise pas le bon pronom, puis elle dit ah mais moi c'est Yel, et l'autre va dire oh j'en ai marre de ces conneries, et elle va la poignarder. Et un autre gars va lui dire ah t'as besoin d'aide, et puis elle va dire ah comment ça, parce que je suis une femme je peux pas me débrouiller toute seule, et il fait oh tu fais chier, puis il va la poignarder aussi. Et du coup tout le monde va la poignarder parce qu'elle sort des trucs très dans les clichés justement du personnage très très gauche radicale, woke comme ça. Et, et je trouve ça assez intéressant. Elle se fait poignarder parce qu'elle saoule les personnages avec ça. Elle saoule les autres passagers avec ça. Et je trouve qu'à mettre ça en relief avec le fait que cette scène est une référence directement au premier, où c'est... putain, désolé pour la qualité d'image. Où c'est Brenda qui se fait poignarder de la même manière par tout le monde à la place du méchant, parce qu'elle est aussi insupportable. Je trouve ça intéressant parce que dans le premier, elle est insupportable. Pourquoi ? Parce que elle téléphone pendant le film, elle parle à haute voix pendant le film, elle ne sait pas se tenir en société, etc. Du coup, ça saoule tout le monde, ils vont la buter. Et je trouve intéressant ce glissement, parce que je ne pense pas que les frères Wayans sont des gars hyper républicains, trumpistes, etc. Pas du tout, hein, je pense même plutôt le contraire. Mais du coup, je trouve intéressant ce commentaire sur la gauche de dire, moi je le prends personnellement comme des gars plutôt de gauche, qui vont s'adresser à d'autres gens de gauche en disant mais vous cassez les couilles à tout le monde avec ces éléments, etc., avec ces yels, avec ces trucs, etc., avec un certain type de gauche justement, plus gauche identitaire, etc. Et c'est assez fascinant. C'est assez fascinant du coup pour moi de voir cette scène de ce personnage justement qui a ses combats sociaux, etc., qui est mis finalement au même niveau
qu'une femme qui téléphone et qui se tient très mal dans un cinéma où elle fait chier tout le monde. Et du coup, pour moi, voir que les réalisateurs se disent, finalement, les deux, c'est à peu près au même niveau, et que c'est une scène que j'ai vue 2-3 fois citée sur les réseaux en mode ah c'est trop bien, etc. Je ne sais pas quoi en faire, mais je trouve ça très intéressant. Et je pense que ça pose des questions qui dépassent le film et puis qui sont des questions beaucoup plus politiques, etc. Voilà. C'est bof. Mais je trouve que c'est la partie la plus intéressante à analyser en termes de film. À analyser en termes politiques justement sur l'ensemble du film. En regard justement avec cette référence que c'est déjà en plus au premier. Mais je pense en plus pas que les gars se sont posés ces questions au niveau de ce que ça représente après politiquement, socialement, etc. Je pense qu'ils se sont dit un peu, ils se le disent un peu. Mais je pense que la question elle est pas là. Je pense que la question elle est que les mecs, et c'est pour moi le principal problème que j'ai avec, ils ont une écriture qui est vraiment brute. Qu'est-ce que je vous ai mis après ? Oui, je vous ai mis les critiques, je reviendrai après dessus. Les gars, je pense qu'ils ont une manière d'écrire qui est très brute. Je pense qu'ils se retrouvent, puis qu'ils s'imaginent les gags au fur et à mesure, et puis qu'ils balancent tout, et puis qu'il y a peu de filtres. Et je pense que c'est leur manière de fonctionner. Et je vais quand même vous remettre l'autre image qui est quand même mieux. L'écriture des Zucker, de David Zucker, c'est une écriture qui fonctionne pas mal sur des gags visuels qui s'enchaînent avec des dialogues où il y a l'ensemble qui suit un fil narratif qui est assez stable. Je pense à des scènes au début du Scary Movie 3 par exemple, du personnage où il y a un gag sur le son, il y a un gag physique, il y a un gag visuel, il y a beaucoup d'éléments qui s'entrechoquent mais qui avancent l'histoire, qui présentent les personnages, etc. On pourrait faire une analyse du début de Scary Movie 3 pour voir comment c'est construit. Zucker c'est un peu un architecte, et les As de manière générale c'est des architectes du gag qui vont voir comment assembler, qui vont inventer les pièces pour ensuite voir comment les assembler pour créer un puzzle qui est cohérent. Ils partent souvent dans l'écriture, j'avais vu une interview où il expliquait qu'il partait d'un truc narratif assez sérieux. Ils disent ok, là, il faut qu'on apporte ces informations pour faire avancer l'intrigue. Maintenant, imaginons toutes les blagues et tous les trucs cons qui pourraient matcher avec cette scène et avec cette avancée scénaristique. Et je trouve ça super intéressant. Les Wayans, du coup, les Zucker, c'est un rythme de gag et de film aussi qui est assez réfléchi et qui laisse très peu de place à l'impro. Les Wayans, c'est droit l'inverse. Il y a beaucoup d'impro, c'est beaucoup plus libre. On n'écrit pas par rapport à l'avancée de l'intrigue, mais par rapport aux personnages qu'on veut mettre à l'écran directement. Les Wayans, ils partent souvent d'une ref, d'un gag, d'un film qu'ils aimeraient détourner, dont ils aimeraient se moquer, etc. Et ils vont réfléchir à comment tourner tout ça en ridicule. C'est normal que les scènes, du coup, soient découpées, soient hachées, sans qu'il y ait forcément de cohérence d'un point à l'autre. C'est parce que les personnages, quand ils écrivent leurs gags, le but, c'est pas forcément tout de suite de faire un film, mais c'est déjà de se moquer d'une scène, d'un film, etc. Et c'est pour ça que les films qui sont cités dans celui-ci, ils sont aussi archi nombreux. Il y a énormément de références, c'est un truc de malade. Je pense qu'on peut pas avoir toutes les refs, clairement, en tout cas du premier coup, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est assez intéressant comme manière de fonctionner, quoi. Voilà, du coup, moi quand je me représente un peu ces différents réalisateurs en train d'écrire, moi je vois d'un côté Zucker et ses collaborateurs qui relisent et re-relisent pour trouver comment construire le gag et puis l'élaborer, etc. Après, c'est vraiment ma manière d'imaginer le truc. Hein. Et de l'autre, t'as les Wayans qui improvisent, qui partent en couille, qui se marrent et tout, et puis qui s'en foutent, qui laissent aller. Et il y a un truc pour moi qui se représente, qui est assez clair dans le film, c'est que dans Scary Movie 6, vous avez les 30 premières minutes qui sont un peu sur des rails. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sens narratif qui avance, on part avec une situation initiale, on a la problématique, on va introduire les différents personnages, ils vont se retrouver, etc. Puis c'est à partir de 30 minutes où le film part complètement en vrille. Et je parle même pas de la fin qui, elle, est complètement... Je sais qu'il y a des gens même qui ont bien aimé le film, qui ont vraiment la fin pour eux, c'était too much dans le côté on s'en fout. Et effectivement, quoi. Donc d'un côté,
pas mal dans le calcul de la blague, le dosage, et puis encore une fois, les Zucker un peu en architecte des gars qui font. Et ça veut pas dire que ça ne foire pas, hein, clairement pas. Et c'est pas forcément qu'il y a une manière qui est meilleure qu'une autre dans l'absolu. Moi, il y a une manière en tout cas qui me parle plus qu'une autre, c'est clair. Les gags, même millimétrés, ils peuvent clairement foirer. Parce que le millimétrage, il a été mal calculé. Et parce qu'encore une fois, l'humour, c'est subjectif. Et puis quelque chose qui va paraître trop lent d'un côté ou pas drôle va paraître hilarant pour d'autres, etc. Voilà quoi. Hum. Et là, on est pas mal dans l'excessif, dans les trucs bêtes et tout, et dans des trucs beaucoup plus bruts. Et plus bruts, plus. Et c'est marrant, parce qu'en étant plus brut, le film est aussi plus social, plus politique finalement que ce que peut faire Zucker. C'est assez intéressant, quoi. Et c'est peut-être à rattacher aussi avec le fait que les Wayans, c'est quand même des personnages qui viennent de la culture afro-américaine, alors que les Zucker, c'est des gars blancs et tout, qui. Voilà. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Euh, Mais maintenant, j'arrive un peu au cœur du problème, pour moi, que j'ai avec la réception du film, c'est qu'une fois qu'il y a cette différence, et que je dis, bah d'un côté, enfin, que les films des frères Wayans, en tout cas ce Scary Movie 6, reposent beaucoup plus sur on y va à l'instinct et tout, on fait du brut et puis on s'en fout, et on filtre rien, c'est que du coup, le film, ça en vient un film qui part dans tous les sens et qui est complètement débile. Et c'est intéressant parce que la critique, pas mal de gens ont critiqué, enfin la critique a descendu le film justement pour un peu ces raisons-là quand même. C'est de se dire, ok, c'est une parodie, certes, mais ça excuse pas tout, c'est une parodie mal faite. Et t'as des gens qui ont défoncé la critique et puis qui ont même pris la critique en se disant, ah ben c'est signe que le film il va être bien. Et je trouve hyper intéressant du coup la réception du film. Et je reviens sur quelques éléments. Vas-y, je vous ai pris quelques critiques. En tant que personne de la Gen Z, ouais, j'aime bien cette critique. Ah, on commence avec ça. En tant que personne de la Gen Z, j'ai vraiment kiffé le film. J'ai rigolé toute la séance. Si vous êtes des anciens, ça sert à rien d'y aller, à moins que vous êtes immature. C'est vraiment de l'humour 6-7, et il y a beaucoup de bêtises. Allez pas avec vos parents. J'aime beaucoup ce commentaire. Pour moi, ça représente vraiment le truc. C'est le fait, on met 5 étoiles parce que c'est bête, parce que c'est immature, parce que c'est de l'humour 6-7, alors que ça a été écrit par des cinquantenaires, hein, je rappelle. Allez pas avec vos parents. Et voilà. Et je trouve ça un peu marrant, du coup, et un peu étrange, quand même. Parce que là, du coup, on glorifie le film du fait qu'il soit vraiment bête, et puis du fait que ce soit immature, etc. Prochain commentaire, oui, voilà, ça c'est pour le côté politique, justement. Très cool, pas aussi bien que les deux premiers, mais mieux que le troisième. Voilà, il y a cette opposition au troisième, toujours. Il y a pas mal de références actuellement très sympas. En plus, ça, le film, et contrairement à ce qu'on voit dans les trailers, est vraiment de gauche. Alors c'est marrant, quand je vous ai dit l'autocritique qu'il y avait sur la gauche un peu plus tôt dans le film, mais sinon oui, le film il est quand même plus... il est très respectueux, etc. Enfin voilà, il est pas mal de gauche. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais c'est marrant, on retrouve du coup cette opposition avec le troisième, et puis le côté politique et tout qui revient dans le film. Celui-là, j'avais pris... Enfin, tout le monde en prend pour son grade, et c'est jouissif. Humour transgressif et incisif, la marque de fabrique des frères Wayans est bien là. Ce côté justement d'humour qui est moins calculé, qui est je pense justement plus brut et du coup plus transgressif, incisif comme il le dit, qui est un truc plus jouissif où on balance tout comme ça et tout, ça c'est vraiment le truc que beaucoup de gens aiment et défendent le film avec ça. Exactement ce que j'attendais d'un film venant d'eux. Il y a une marque Wayans aussi qui fonctionne et je sais que les Wayans sont des fans et ça fonctionne. Oui, c'est toujours plus abusé et des fois un peu sans surprise. Mais pour autant, ils ont quand même gardé l'esprit de la folie et mis en avant la société qui règne actuellement. Là encore, on retrouve le côté politique qui fait peut-être défaut aux 3 et aux 4. Je ne les ai pas revus pour voir ça, mais je pense qu'effectivement, c'est pas complètement déconnant, ou en tout cas, cet aspect politique est beaucoup plus dans ta gueule. Et là, j'arrive sur Twitter, et là, c'est rigolo. Mon avis sur Scary Movie 6, celui-là, il résume super bien. J'ai beaucoup de peine avec Benito. Il écrit beaucoup de trucs sur le cinéma où je suis en mode ouf. C'est complètement débile, ça n'a ni queue ni tête, et chaque scène essaye de surpasser la précédente dans l'absurde. Bref, c'est exactement ce qu'on aime voir dans la saga. Voilà. C'était sympa de revoir la bande, ça je suis d'accord. Et j'ai capté toutes les refs, haha putain faut y aller parce que moi j'avais, je pense vraiment, pas toutes les refs. La majorité quand je vois l'affiche, oui j'ai toutes les refs, mais bon.
Et encore une fois, là, je trouve marrant de dire c'est complètement débile, et c'est exactement ce qu'on aime voir dans la saga. On aime le fait que ce soit débile. Et moi, c'est un truc qui me met, je vous avoue, un peu mal à l'aise. Je prends le suivant. On trouve, ça c'est ce que je vous ai dit, je passe rapidement dessus, 20% sur Rotten Tomatoes, et là j'ai mis les réponses à ça qui moi m'avaient assez marqué. C'est gens qui disent ça veut dire que ça va être au top, j'y serai. Ça signifie que c'est follement bon quand on traduit ça en termes de film d'horreur. Et puis c'est pas un film d'horreur, c'est un film parodique. Enfin bref. C'est un film parodique, les gars, ça veut rien dire. Ils sont notoirement mal notés. En reprenant le Scary Movie 2 qui a 13% du tomatomètre, voilà, par exemple. Et hop, oh là là. Merci de nous avoir dit que le film va être bon. Voilà, on n'a que des réactions comme ça de gens justement qui disent mais justement ça va être débile et c'est ça qu'on veut. On veut que ce soit nul, on veut que la critique elle aime pas. Et pour moi ça c'est intéressant parce que ça rejoint presque plus le côté social et politique que revendique le film que le côté purement esthétique, etc. Et il y a vraiment une espèce de dichotomie là-dessus. Et le film, du coup, devient intéressant parce qu'il devient un peu un manifeste contre ce que doit être le bon cinéma, ce que doit être la bonne société, etc. Et les gars ont fonctionné, ont tapé à fond là-dedans. C'est marrant. Et les réalisateurs en même en parlaient. Voilà, Marlon Wayans explique pourquoi il s'en fout des critiques de films. Voilà, je vous ai mis la traduction là, avec Google Trad. Le public adore, les critiques détestent. Plus les critiques le détestent, plus le public adore. C'est dingue, alors que bon, pas vraiment. Hein. On peut regarder par exemple le cas du 5, que et la critique et le public détestent. Mon dernier film a eu 6% sur Rotten Tomatoes, 6%. Il a fait 85% d'avis positifs auprès du public. Alors moi, je me base pas de fou sur Rotten Tomatoes. Je trouve que c'est pas la meilleure référence. Mais c'est intéressant justement de voir comment... Ouais, là-dessus, moi, c'est la dernière partie qui m'intéresse. C'est, à un moment donné, je crois que les critiques ont compris qu'on ne fait pas de films pour eux. On fait des films pour le public. Ce ne sont pas les critiques qui payent pour voir des films, c'est le public. Je ne comprends pas... Je ne comprends rien à ça. Déjà, ce ne sont pas les critiques qui payent pour voir les films, c'est le public. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça sous-entend, on fait ça pour la thune d'un certain côté, puis il faut absolument qu'on plaise au public pour engranger de la thune. Pour moi, il peut y avoir un sous-entendu comme ça, enfin, il peut y avoir une lecture comme ça, très clairement, même si c'est pas ce qu'il a voulu dire, le gars. Il y a quand même un truc, nous, notre but, c'est juste de plaire, et puis c'est pas d'essayer de faire autre chose, quoi. Qui est vraiment, du coup, une démarche particulière. Et cette opposition avec la critique, je ne la comprends pas. Alors, quand la critique tape sur des films, je comprends, c'est pas agréable quand t'as fait le film, c'est normal, mais je trouve que la défense est hyper discutable. Je crois que les critiques ont compris qu'on ne fait pas de films pour eux, on fait des films pour le public. Mais les critiques, c'est aussi le public aujourd'hui. Enfin, tout le monde dans le public critique. Et vous allez me dire que je tire un peu sur la corde du fait que oui, mais bon, il parle des critiques un peu plus évoluées et poète, etc. Oui, mais les critiques, c'est pareil. Les critiques ne font pas des critiques pour son film. Les critiques font des critiques pour le public. Les bonnes critiques, moi, un prof m'avait dit, et j'ai toujours noté ça, une bonne critique, c'est pas une critique qui doit parler juste du film, c'est une critique qui doit parler du film et la mettre en regard avec un discours beaucoup plus large sur le cinéma. Et je trouve ça super intéressant et c'est un truc avec lequel je suis plutôt d'accord et j'irai même plus loin en disant que ça peut aussi s'élargir à des questions politiques, sociales, économiques, etc. Mais que le film, en fait, va toujours être un objet qui va permettre de voir quelque chose de plus grand justement à travers ça. Et là, typiquement, ben ouais, les critiques ne font pas des critiques sur le film à destination du réalisateur. Alors si le réalisateur les lit et puis il se dit ah ouais c'est vrai que j'aurais pu faire comme ça, ah ouais c'est vrai que j'ai un peu merdé, ah ouais c'est vrai que j'avais jamais eu cette lecture puis j'ai pas eu ce recul, c'est cool. Mais c'est aussi un moyen de dire, enfin la critique c'est aussi un moyen de dire aux gens mais ce film, les gens, vous laissez pas berner, c'est nul. Mais et je vous rassure, c'est que la grande majorité du temps, enfin plus encore, le rôle du critique c'est de dire mais les gens, ce film il est méconnu et il vaut le coup d'être vu pourtant. Regardez-le, c'est bien. Et le public se sent des fois un peu agressé que la critique lui dise mais regardez ce petit film méconnu, c'est très bien.
et agressé de dire, mais regardez, enfin ce film qui va avoir de toute façon 36 000 entrées, et franchement, vous avez largement plus intérêt, avantage à regarder ce petit film, etc. Et c'est pas forcément une notion de on veut voir des trucs plus intelligents et plus intellectuels, etc. Parce qu'il y a plein de comédies qui sont complètement connes, et où les personnages sont bêtes, ou des trucs bêtes comme ça, mais qui sont vraiment bien. Déjà, il y a ce que faisaient les As à l'époque. Il y a les 21 et 22 Jump Street aussi, où ça parle de beat caca, etc., mais qui sont vraiment cool. Parce qu'ils sont bien foutus. Alors, j'ai pas vu le 2. Je parlais seulement du 1. Mais le 1, il est très très cool. Le 1, j'ai passé un très bon moment devant. Sur de l'humour qui, en général, justement, ça me parle pas de fou. Mais là, dans le contexte, ça marchait super bien, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pas une question, justement, encore une fois, voilà, d'être un public plus évolué, etc. C'est une question de regarder des films qui sont bien faits. Et Scary Movie 6, et comme le 2, et le 1 aussi dans une certaine mesure, mais quand même moins, ils sont pas bien faits. Ils sont vraiment pas bien faits. C'est pas juste une question de type d'humour, etc. C'est une question que cet humour, il est mal foutu, mal construit. L'humour les dossiers Epstein qui sortent là, pourquoi pas faire une blague sur les dossiers Epstein, mais je pense qu'il y a au moins 10 moments dans le film qui auraient pu être plus intéressants de les placer que le dos il s'ouvre et puis le personnage il sort, boum, le dossier Epstein du dos, où ça a pas de sens. Et il y a d'autres moments où ça aurait pu avoir une portée politique franchement plus forte, quoi. Enfin. Et du coup, ma conclusion, c'est que je suis pas vraiment le public de film, déjà à la base, parce que c'est un truc plus... C'est une écriture qui vient plus du stand-up et tout, avec ces espèces de petits sketchs, etc. Moi, ça me parle pas beaucoup, mais surtout, j'ai une peine énorme avec ce fait de se réfugier sur c'est bête, donc c'est bien. Il y a un truc très polarisant qui est très étrange là-dedans et que moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est très clivant. Je lis un peu les notes que j'avais écrites. J'ai pas écrit grand chose là-dessus. C'est assez clivant parce que ça empêche toute discussion. À partir du moment où on te dit mais ce film est pas bien, on dit ouais mais justement c'est pour ça que c'est bien. On peut plus discuter. Et puis il y a une différence entre être justement débile et faire des films justement où on fait de l'humour assez simple, etc. Mais de bien le faire. Il y a des bonnes manières de le faire. Il y a des bonnes manières de le rythmer, de l'écrire, de construire après un objet cinématographique. Là, on est plus souvent sur une succession de sketchs que sur un objet cinématographique, et c'est une déception que je vois même dans les gens qui défendent le film, qui disent ouais, c'est vrai que le scénario, c'est un peu pas fou, mais surtout les prétextes pour lesquels on s'éloigne du scénario, ils sont pas bien construits. Pour moi, par exemple, je prends les films de Roy Anderson, il s'éloigne du scénario dans ses films comiques et tout, il n'y a pas de souci, t'as de la peine à trouver vraiment un scénario dans l'histoire. C'est plus des successions de sketchs, mais les sketchs, ils sont vraiment cool, ils sont vraiment bien écrits et tout. Il y a un truc drôle, et puis quand tu revois les personnages plus tard pour leur prochain sketch, entre guillemets, il y a quand même une évolution narrative, mais t'es content de les retrouver, moins dans leur évolution narrative, mais dans le nouveau sketch qu'ils vont te proposer. Et là, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ça, voilà. Et du coup, ça me frustre de voir qu'aujourd'hui, il y a cette espèce d'opposition au point où on nous dit le film est médiocre, mais c'est un argument en faveur du film. Moi, je vous avoue, alors moi, je vais loin. Parce que voilà, je vais loin parce que je suis amer. Moi, je vois ça un peu comme les gens qui disent ouais, ok, Trump, il fait de la merde, mais on le soutient quand même. Parce qu'il représente quelque chose qu'on aime. Eh ben, t'as ce type de film, pour moi, aussi de ça, où, ok, c'est débile, mais ça représente ce qu'on aime. Du coup, on va soutenir, quoi qu'il en soit. Et du coup, le film me fait un effet de perte d'estime en l'humanité entière. C'est Scary Movie 6, hein. Donc, je vais doser quand même, mais si je vais un peu en fait, au bout de ma réflexion, c'est qu'il y a un truc de clivage de plus en plus lourd, où on perd notre esprit critique et que ça se cristallise aussi dans la culture à travers des films comme celui-ci. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le film. Le film est pas bien. Le film est pas bon. Il est mal construit pour plein de raisons. Je vous avais pris la scène avant. Et je pourrais prendre chaque scène. Et puis
il y a des trucs qui marchent de temps en temps, mais c'est très très pauvre, c'est très référencé de sorte à ce que tu peux assez vite te sentir exclu du film. Moi ça me dérange pas, si j'ai pas la ref ça me dérange pas, mais là la manière dont la ref est construite et de rester dehors et tout, bah ça me dérange un peu, voilà. Mais ouais, ne devenez pas Trumpiste, ne regardez pas ce film et ne le défendez pas si vous l'avez trouvé pas bien. Il y a plein de gens qui les défendent il y a plein de gens qui défendent des œuvres qui sont pas bien en disant mais je sais que c'est pas bien mais je le défends quand même. Il faut pas le défendre en mode du coup c'est génial, il faut le défendre en disant mais moi il y a des films que je trouve nuls et que je trouve qu'objectivement ils sont pas bien mais que je défends quand même parce que moi personnellement j'ai une attache avec et du coup je peux le défendre mais que je sais que c'est par rapport à ma propre subjectivité. Enfin, on en arrive, je vais pas retourner sur le débat de la distinction entre les goûts, j'aime pas, et l'objectivité qu'il peut y avoir dans la culture, dans l'art, etc. Parce qu'on est reparti sur trop long, mais voilà, c'est cool. Merci.